Il est 20h sur les antennes de Gabon 24 et c'est l'heure de la principale édition du soir. Bonsoir et soyez les bienvenus. Voici les titres. Après plus de 25 ans de tensions diplomatiques liées au génocide des Tutsis en 1994, les chefs d'État rwandais et français s'engagent à renforcer l'axe Kigali-Paris. Au Niger, face aux élus de l'Assemblée nationale, le Premier ministre dévoile la politique générale du gouvernement basée sur 7 principaux axes stratégiques. Pour une meilleure gestion du football féminin à travers les 9 provinces que compte le Gabon, le ministre gabonais des Sports s'est entretenu ce jeudi avec le chargé du programme de développement de la FIFA pour les pays de l'Afrique francophone. Voilà pour les titres. Bienvenue sur Gabon 24. Il s'est exprimé au cours d'une conférence de presse ce jeudi. C'est le chef de l'exécutif français Emmanuel Macron qui a reconnu la responsabilité de la France dans le génocide rwandais, tout en annonçant le déblocage d'une aide au développement de 500 millions d'euros sur la période 2019-2023. Gabriel Ratanga. Un discours très attendu du président français prononcé au cours d'une conférence de presse commune ce jeudi à Kigali au Rwanda. Sur la question de la responsabilité de la France dans le génocide rwandais, Emmanuel Macron s'est justifié en estimant que l'évocation d'excuses, également souhaitée par les responsables politiques français, n'était pas appropriée et qu'il préférait la reconnaissance des faits quant au pardon. J'entends que les associations auraient souhaité que je demande plus directement ou des excuses ou un pardon. Nous l'avons dit tout à l'heure, je pense que les excuses n'est pas le terme approprié, pour toutes les raisons que j'ai détaillées dans mon discours précédemment. Et je pense que cette reconnaissance, c'est ce que je peux donner. Un pardon, ce n'est pas moi qui peux le donner, je l'espère. Son discours a été salué par son homologue Paul Kagame qui souhaite tourner cette page sombre de l'histoire du Rwanda. Cette visite porte sur l'avenir, pas sur le passé. La France et le Rwanda vont entretenir des relations bien meilleures au bénéfice de nos deux peuples, sur le plan économique, politique et culturel. Les deux hommes d'État ont promis renouer des relations puissantes et irréversibles entre les deux pays. Et aujourd'hui, nous avons décidé d'aller plus loin avec la signature de la déclaration d'intention conjointe. Nous avons en effet décidé de porter à des niveaux inédits notre aide au développement. Ce sont 500 millions d'euros qui seront engagés sur la période 2019-2023 autour des grandes priorités de notre dialogue avec le Rwanda, en particulier la santé, le numérique, la francophonie. Il faut dire que l'objectif affiché par Emmanuel Macron était de finaliser la normalisation des relations avec le Rwanda après 27 années de distance amère, d'incompréhension, de tentatives de rapprochement sincères mais inabouties. C'est officiel depuis ce jeudi, dans la nuit, l'ancien président de la transition malienne, Bandao, et son premier ministre, Mokhtar Ouane, ont été libérés par l'armée qui les détenait, rappelons-le, depuis lundi. On en Charles Mankondé. La situation a très vite évolué dans la nuit de mercredi à jeudi au Mali. Quelques heures seulement après leur démission des postes de président et de premier ministre de la transition, Bandao et Mokhtar Ouane ont été remis en liberté par la junte qui les détenait depuis lundi au camp militaire de Kati. Si aucune information sur les conditions de leur remise en liberté n'a fuité, c'était là l'une des exigences de la communauté internationale. En août dernier, le Mali a connu son 4e coup d'État depuis l'indépendance en 1960 avec la démission du président élu Ibeka, conduit de force dans le même camp par des colonels putschistes. Au bout de quelques semaines, l'armée avait installé des autorités de transition dont un président, un militaire à la retraite et un gouvernement dirigé par un civil. Bien conscients de leur isolement, les militaires et surtout le colonel Assimi Goïta, l'homme fort de Bamako, ont promis la tenue des élections dans un délai de 18 mois, convenu avec la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La publication d'un nouveau gouvernement de transition lundi est à l'origine de cette éviction par les militaires de Mbadao et Mokhtar Ouane, accusés de vouloir torpiller la transition. Depuis, les condamnations fusent de partout. Après la France, l'Union européenne et l'ONU qui fustigent l'attitude de l'armée, les regards sont désormais tournés vers la CEDEAO qui devrait se réunir à nouveau sur la situation du Mali. Mais à Bamako, cette future réunion de l'institution sous-régionale fait déjà craindre des sanctions.
Ce mercredi au Niger, le Premier ministre a présenté devant l'Assemblée nationale la déclaration de politique générale du gouvernement. De cette déclaration, 7 principaux axes stratégiques ont été élaborés avec une série de mesures et d'actions visant à transformer le pays. David Obola. Cette déclaration devant l'Assemblée nationale s'articule autour de 7 grands axes, à savoir la sécurité et la quiétude sociale, la bonne gouvernance et la consolidation des institutions républicaines, le développement du capital humain, la modernisation du monde rural, le développement des infrastructures économiques, l'exploitation des potentiels économiques et l'inclusion socio-économique des catégories en situation de vulnérabilité. Ces orientations s'inscrivent dans le cadre de l'acte 3 du programme de renaissance ainsi que du discours-programme d'investiture de Mohamed Bazoum. Il en ressort qu'au niveau du premier axe portant sur la sécurité et la quiétude sociale, le gouvernement s'engage à poursuivre les efforts déjà entrepris en matière de sécurité des personnes et des biens, de défense de l'intégrité du territoire avec le maintien de l'effort financier pour une moyenne annuelle de 17% du budget national. Dans le cadre de la communication, le gouvernement poursuivra ses efforts de recensement de la liberté de la presse. Cela se traduira par l'amélioration de l'environnement juridique et professionnel du secteur des médias, la modernisation des organes de presse publics et la suppression des zones d'ombre pour la radio et la télévision nationale, ainsi que la finalisation de l'installation de la télévision numérique terrestre. Aussi, le gouvernement se propose de mettre en œuvre des programmes permettant aux femmes de sortir du cercle vicieux de pauvreté, afin d'apporter des réponses adaptées aux problèmes qui affectent des milliers d'enfants comme la mendicité, le mariage précoce et le manque de prise en charge des orphelins. Dans le reste de l'actualité africaine, parlons de ce colloque scientifique intitulé « États généraux de l'éco, quelle monnaie pour quel développement en Afrique de l'Ouest » qui se tient en présentiel et en visio depuis ce 26 et ce jusqu'au 28 mai prochain à Lomé au Togo, avec pour principal objectif apporter la contribution de l'expertise scientifique africaine au débat sur la question monétaire en Afrique occidentale. Armel Joemo. En juin 2019, les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé de la mise en place de l'éco avec 2 caractéristiques flexibles pour l'ensemble des États de la sous-région. Une annonce officielle qui a accéléré la machine institutionnelle et politique sur le sujet depuis l'adoption du plan d'action de Lagos d'avril 1980 de l'Union africaine sur les questions économiques du continent africain. Plus de 200 invités recrutés dans différents secteurs d'activité participent à ce colloque pour les débats contradictoires autour de la question monétaire avec pour finalité de trouver la voie idoine afin de créer une croissance durable et inclusive durant les prochaines années dans les États ouest-africains. Le colloque de Lomé sur l'éco va mettre dans le domaine public nos réflexions d'universitaires et de différents spécialistes sur la future monnaie ouest-africaine. Car l'expertise africaine doit être au service de la décision des gouvernements en Afrique. C'est en partie le sens du colloque de Lomé. Les échanges et les débats sont déclinés autour de 5 différents actes subdivisés eux-mêmes en plusieurs panels qui livrent une photographie globale de la question monétaire en Afrique avec des rapprochements établis entre d'autres zones monétaires. En amont, lors de la tenue de ces états généraux de l'éco le 14 mai dernier, les organisateurs ont publié un rapport intitulé « Du franc CFA à l'éco » rédigé pour mettre l'expertise africaine à ce rendez-vous de l'histoire. De son côté, la Côte d'Ivoire a lancé ce jeudi les travaux d'élaboration d'une politique nationale de gestion intégrée de ses frontières. Sous la responsabilité du Premier ministre, ces travaux sont pilotés par le secrétariat exécutif de la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire. Miguel Mabika. Il s'agira au cours de cette cérémonie d'installer officiellement le comité technique chargé de l'élaboration des politiques et stratégies nationales des frontières. Un cabinet international a même été recruté pour accompagner le comité technique dans sa tâche. Au cours de ces assises, les missions du comité technique seront définies ainsi que la méthodologie de travail. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays membres de l'Union africaine, s'est engagée dans un processus d'élaboration d'une politique nationale de gestion intégrée de ces espaces frontaliers. Le pays souhaite disposer d'un cadre de pilotage stratégique et opérationnel en vue d'une sécurisation optimale de ses frontières et contrer les actes terroristes.
Cette cérémonie intervient après la signature le 13 novembre 2020 d'un arrêté portant création d'un comité technique en charge de l'élaboration des politiques et stratégies nationales de gestion des frontières. Ce comité est composé de 76 membres issus de 40 structures techniques nationales, de partenaires techniques et financiers, ainsi que la société civile. La Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, créée en juillet 2016, a pour mission d'assister le gouvernement dans la conception, la définition et la mise en œuvre des politiques et stratégies nationales. Notons que des pays d'Afrique occidentale, notamment le Bénin, le Burkina, le Mali et le Niger, ont déjà élaboré et mis en œuvre leurs documents de politique nationale des frontières. Dans l'est de la République démocratique du Congo, les autorités de Goma ont ordonné ce jeudi l'évacuation d'une partie de la ville du fait des risques d'une nouvelle éruption du volcan Nyiragongo sous la zone urbaine. Rona Charles Mankonne. Des milliers de personnes et de voitures sur les routes de Goma dans l'est de la République démocratique du Congo. Image saisissante d'une ville secouée depuis quelques jours par la menace d'éruption du volcan Nyiragongo, qui a déjà craché sa lave sur une partie de la ville samedi dernier. Mercredi, le général Ndima, gouverneur militaire de la localité, lançait un appel à l'évacuation de 10 quartiers de la ville, appel auquel les populations n'ont pas manqué de réagir. On a reçu les instructions du gouverneur qu'on doit quitter la ville. Je suis dans un quartier qui a été cité, Kaembe, donc je dois partir. Et pour moi, le Rwanda, c'est plus près que Minova, par exemple. Au nom du principe de la prudence, ils étaient des milliers sur les routes ce jeudi du fait notamment des risques supplémentaires liés à l'interaction entre la lave et l'eau du lac Kivu, un risque de déstabilisation des gaz dangereux dissous sous le lac. Les autorités ont parlé, ils ont dit qu'il faut évacuer, ils ont parlé des quartiers qu'il faut évacuer. Moi je viens de Boudjouvou, maintenant j'évacue pour aller à Bigéré, pour prendre ma sœur, on va partir à Bukavu. Avec ses 600 000 habitants, Goma est une agglomération de près de 2 millions de personnes. Si une bonne partie a pris le chemin de l'exode vers le Rwanda voisin, prêt à les accueillir, une autre, par manque de moyens, semble se résigner à rester en RDC. Depuis samedi, l'éruption a fait près de 32 morts. La précédente éruption majeure du Nyiragongo du 17 janvier 2002, notamment, avait fait une centaine de morts. L'éruption la plus meurtrière du Nyiragongo avait fait plus de 600 morts. C'était en 1977. Et pour permettre justement au gouvernement de prendre des décisions futures plus éclairées, une équipe d'experts volcanologues se trouve depuis ce jeudi au sommet du Nyiragongo pour observer et prélever certaines données. Sur le continent, c'est aussi au Gabon. Depuis ce jeudi, le Conseil gabonais des chargeurs a officiellement un nouveau patron à la tête de son conseil d'administration. Il a été installé au cours d'une cérémonie rehaussée par la présence du ministre gabonais des Transports, Brice Constant Paya. Pascal Moïsi à Doncheki. C'est lui, Juste Magangom Mafumbi, le nouveau président du conseil d'administration du Conseil gabonais des chargeurs. Nommé le 29 avril dernier au Conseil des ministres, l'homme dont l'expérience n'est plus à démontrer vient d'être installé à ce poste par le ministre des Transports. Les défis sont certes nombreux, mais le travail d'équipe est un atout sur lequel compte s'appuyer le nouveau venu. Il est clair que les questions de gouvernance d'entreprise et surtout la réflexion sur la diversification et l'optimisation des sources financières dans le secteur multimodal constitueront le menu incontournable de nos travaux en conseil d'administration futur. Je suis également d'avance rassuré quant à la fructueuse harmonie entre les administrateurs et l'équipe managériale, dont l'ambition de bonne gouvernance clairement affichée aidera à contribuer au plan d'accélération de la transformation de notre économie. Pour le ministre gabonais des Transports, l'heure est à la relance du Conseil gabonais des chargeurs, une structure capitale pour l'économie du pays. C'est donc un double défi au vous, celui de contribuer à la diversification de l'économie gabonaise. Vous avez la responsabilité, avec le directeur général, de conforter et de consolider la marche du Conseil gabonais des chargeurs. Et je reprends encore vos mots pour que celui-ci retrouve ses lettres de noblesse. Doté d'une autonomie financière et placé sous la tutelle technique du ministère des Transports,
Le Conseil gabonais des chargeurs a pour fonction de relayer les pouvoirs publics en matière de sécurisation, des importations et d'assistance aux chargeurs. De son côté, la ministre gabonaise de l'économie et de la relance a lancé ce jeudi à Libreville la campagne de communication avec les investisseurs nationaux sur l'emprunt obligataire par appel public à l'épargne pour l'année 2021. Deoulin Zouti et Jospin Vomanyanga. Par le lancement de cette campagne de communication, le gouvernement gabonais opte pour la mobilisation d'un emprunt obligataire par appel public à l'épargne sur le marché financier de la CEMAC après une année d'absence. Le gouvernement gabonais a décidé, pour son 6e emprunt obligataire par appel public à l'épargne dans la sous-région CEMAC, de commencer sa campagne de communication par la capitale gabonaise. La décision de démarrer cette opération au Gabon reflète bien la volonté du gouvernement de voir davantage une implication des investisseurs institutionnels de notre pays. Pour cette année, l'emprunt obligataire porte sur la mobilisation d'un montant de 175 milliards de francs CFA qui devrait servir à la relance post-Covid de l'économie gabonaise. L'emprunt obligataire 2021-2026 rentre en droite ligne de l'apurement des créances arrêtées par la task force. Ces fonds seront mobilisés dans le compte ouvert à cet effet et à ce niveau, c'est les plus hautes autorités qui vont définir les projets prioritaires qu'on doit accompagner. La décision d'entamer cette opération dans la capitale gabonaise reflète la volonté des autorités de voir une plus grande implication des investisseurs institutionnels du pays. Le présent emprunt obligataire est rendu possible grâce à l'apport des partenaires financiers historiques qui ont une fois de plus et sans aucune hésitation accepté d'accompagner le Gabon dans cette mobilisation de l'épargne domestique régionale. La stratégie d'endettement public de l'État gabonais pour cette année s'inscrit pleinement dans la volonté d'avoir une totale maîtrise du service de la dette. Une orientation qui se justifie par la nécessité de dégager des marges budgétaires permettant de soutenir le financement du plan d'accélération de la transformation. L'évaluation est un outil de gestion qui permet aux autorités d'un pays de garder un regard dans le rétroviseur afin d'analyser les politiques publiques. Et à cet effet, un détachement de la Banque mondiale travaille actuellement avec le gouvernement gabonais. Linda Guelmoranga, Lewis Pidjongo. Mission d'évaluation des politiques publiques au Gabon, des agents de la Banque mondiale séjournent dans le pays en vue d'organiser des séances de travail sur les instruments modernes indispensables pour lire les politiques publiques qui présentent des avantages pour une nation. Et nous avons mandat de travailler au renforcement de capacités en matière de suivi-évaluation et de gestion axée sur les résultats pour les pays francophones d'Afrique. Et nous venons avec une équipe pour travailler ensemble avec les experts du ministère dans le cadre de l'élaboration d'une politique nationale de suivi et évaluation pour accélérer les chantiers de l'évaluation et de la bonne gouvernance au Gabon. Pour la partie gabonaise, connaître ses performances en matière de gestion, stratégie de développement et application de textes de loi ou politiques est un atout non négligeable pour ajuster les actions menées dans le cadre de la matérialisation du plan stratégique Gabon émergent. L'évaluation permet de s'assurer que la politique publique que l'on met en œuvre va avoir un impact positif sur les populations qui en sont les véritables destinataires. C'est un outil d'aide à la décision. Les travaux entrepris actuellement entrent dans le cadre de la préparation de la journée de l'évaluation qui sera célébrée le 31 mai à Libreville sous le thème « La répartition des rôles entre acteurs institutionnels de l'évaluation ». Le secrétariat d'orientation scolaire et universitaire a tenu son premier conseil d'administration ce jeudi en présence du ministre gabonais de l'enseignement supérieur Patrick Mugiama Daouda et sa collègue de la formation professionnelle Madeleine Maire. Il était question de faire le bilan de l'année écoulée, de présenter le futur calendrier académique et le SIGOR. Linda Nyongon. Opérationnel depuis près d'un an au Gabon, le secrétariat d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle a présenté ce 27 mai son bilan technique. Il est ressorti que le secrétariat était bien en place, qu'il fonctionnait, mais qu'il fallait apporter des correctifs dans
le fonctionnement du secrétariat, mais aussi dans les outils du secrétariat, notamment le système gabonais d'orientation, pour lequel il y a eu parfois des incompréhensions quant aux informations qui y sont portées et véhiculées. Donc ça a été l'occasion pour nous de présenter au SOSUP quel est le contenu de l'offre de formation, de l'offre d'insertion qui est pilotée par l'Office national de l'emploi. C'est une offre d'insertion, c'est une offre de reconversion, c'est une offre d'orientation vers l'auto-emploi qui est ouverte à tous les jeunes, qu'ils soient bacheliers, qu'ils ne soient pas bacheliers. Dans le but d'améliorer ses services en matière d'orientation, le SOSUP entend revoir certaines de ses prérogatives. Et nous avons également insisté sur la nécessité d'améliorer notre communication en matière d'insertion et de commencer notre orientation avec les niveaux intermédiaires pour permettre d'améliorer le taux de remplissage des nouveaux campus professionnels que nous avons en construction et dont un est déjà été livré. Au cours de ce conseil, il a également été question pour les parties prenantes de définir les acquis en matière d'orientation scolaire, université et professionnelle avant de redéfinir les prérogatives de l'Office national de l'emploi, du secrétariat d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle. Pendant ce temps, le ministre gabonais de la Santé, Guy Patrick Obiandong, a reçu ce jeudi à Libreville quelques membres de la société civile dans l'optique d'impliquer les ONG dans la stratégie vaccinale du gouvernement afin de susciter plus d'adhésion des populations. Michel Zeni. Après plus de 17 000 doses de vaccins Sinopharm administrées pour près de 7 000 personnes vaccinées, le gouvernement gabonais intensifie sa stratégie vaccinale au travers des leaders d'opinion tels que les organisations non gouvernementales et les associations. D'où cette rencontre entre ces derniers et le ministre de la Santé et ses collaborateurs. Après la vulgarisation de l'offre vaccinale dans toutes les provinces du pays par l'ouverture des sites de vaccination, il s'agit maintenant de passer à la phase 4 qui consiste entre autres à l'implication de la société civile pour une mobilisation, une implication et une adhésion des populations. Donc à la vaccination afin que la population vienne se faire vacciner massivement. Ils ont répondu à l'appel, conscients que la vaccination est la meilleure arme contre la Covid-19. Porter le message que l'intérêt de se faire vacciner, justement pour éviter la catastrophe. C'est une maladie qui n'est plus à présenter et il faut dire que c'est l'intérêt de la nation qui prime. C'est pour cela que je suis ici et que dans les prochains jours, nous allons nous organiser, nous déployer sur le terrain afin de soutenir le gouvernement dans son action. Pour rappel, le ministre de la Santé a lancé le 17 mai dernier la campagne de vaccination anti-Covid à l'intérieur du pays. Cette phase concerne 6 provinces supplémentaires, en plus de l'estuaire, de l'Ogooué-Maritime et du Haut-Ogooué, couvrant désormais l'ensemble du pays. En vue de redynamiser le football féminin gabonais à travers les 9 provinces, c'est Nice et Gaulle, chargé du programme de développement de la FIFA pour les pays d'Afrique francophone, s'est entretenu ce jeudi avec le ministre gabonais des Sports, Franck Guéma. L'idée est d'asseoir une politique fiable qui viserait à mieux développer le football féminin dans le pays. Maria-Baptiste Ambina. Il s'est agi tout au long de cet entretien de discuter de l'avenir du football féminin au Gabon, mais aussi de voir les avancées de construction et de finalisation du centre de formation professionnelle de Bikélé, situé dans la province de l'Estuaire. L'objectif étant de redonner ses lettres de noblesse à cette discipline à travers tout le pays. La Fédération gabonaise de football a comme projet de construire des sièges pour les ligues provinciales. Et le gouvernement a facilité l'attribution des titres fonciers, ce qui va permettre de professionnaliser le football dans les 9 provinces. Relever le niveau du football féminin au Gabon, qui peine à prendre ses marques, reste pour l'heure l'un des grands défis du moment auquel doit faire face la FEGAFOOT. Pour le moment, nous sommes en préparation du projet et nous activons en collaboration avec la Fédération gabonaise de football pour développer le projet dans les meilleurs délais. Si pour le moment ce projet est encore dans sa phase embryonnaire, c'est une initiative qui nourrit beaucoup d'espoir auprès du ministre des Sports et du président de la FEGAFOOT
qui, au sortir des assises du National Football, ont désormais les yeux rivés vers l'avenir pour plus de pragmatisme dans ce secteur. Pendant ce temps, la Fédération gabonaise de football peut à présent tourner la page de l'affaire Kanga Guelor. Le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football a dévoilé mercredi sa décision au sujet de ce dossier. Le Gabon sera bien à la CAN 2022. Le président de la Fédération gabonaise de football, quant à lui, se dit serein pour la suite. Retrouvons Maria Baptiste. Tout est bien qui finit bien pour l'équipe nationale de football gabonaise après plusieurs mois de tension entre le Gabon et la RDC au sujet de la double nationalité du joueur Guelor Kanga. Le président de la FEGAFOOT range désormais cet incident comme étant une histoire faisant partie du passé. Ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est que c'est une histoire passée. Nous sommes deux pays frères, nous sommes deux pays membres de la sous-région. Compte tenu de la plainte de la FECOFA au sujet de l'usurpation d'identité du joueur Guelor Kanga, celle-ci s'est vue simplement rejetée. Après avoir entendu les deux parties, FEGAFOOT et FECOFA, le jury disciplinaire de la CAF a décidé de ne pas considérer les arguments du Congo, estimant que les éléments de preuve présentés par la partie congolaise n'ont pas été probants et insuffisants pour établir la matérialité d'une falsification d'identité du joueur par la FEGAFOOT. Nous considérons que le verdict de la CAF vient clore ce dossier et qu'aujourd'hui le Gabon se prépare, se concentre sur sa préparation à la Coupe d'Afrique. Pour l'équipe nationale gabonaise, l'heure est maintenant à la préparation pour la CAN 2022 qui se tiendra au Cameroun. Pour finir ce journal, voici le rappel des titres. Nous l'avons vu, après plus de 25 ans de tensions diplomatiques liées au génocide des Tutsis, en 1994, les chefs d'État rwandais et français s'engagent à renforcer l'axe Kigali-Paris. Au Niger, face aux élus de l'Assemblée nationale, le Premier ministre dévoile la politique générale du gouvernement basée sur 7 principaux axes stratégiques. Et puis, pour une meilleure gestion de football féminin à travers les 9 provinces que compte le Gabon, le ministre gabonais des Sports s'est entretenu ce jeudi avec le chargé du programme de développement de la FIFA pour les pays d'Afrique francophone. Retrouvez le reste de l'actualité sur nos plateformes numériques. Et puis, n'oublions pas, respectons les gestes barrières, la Covid-19 circule toujours. Bonne suite de programme.